Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Radio CHU, chaîne 4 de votre téléviseur. Vous êtes avec Pascal Leteux pour l'émission J'aime la nature. Alors ce jour, comme bien souvent, j'ai envie de vous décrire une balade particulièrement appréciée comme très souvent avec les gens avec lesquels je fais ce genre de choses. Donc, puisque j'emmène des groupes, soit sur randonnée, soit sur balade, je vous propose aujourd'hui de suivre le guide. Celle dont je vous parle aujourd'hui, c'est un itinéraire en Haute-Gironde, ou plutôt vers Saint-Émilion, entre Sainte-Terre et Saint-Magne. Beaucoup de saints dans cette région-là, comme partout en France. Des saints sur ce territoire, oui, et en fait, à une vingtaine de kilomètres de Saint-Émilion, j'avais d'ailleurs donné le rendez-vous au groupe à l'église Saint-Alexis. Premier étonnement de ma part lorsque je faisais le repérage, puisque c'est relativement rare un Saint-Alexis comme nom d'église. Ce qui n'empêche que l'église, somme toute classique, superbement entretenue, d'une époque classique aussi, si je puis dire. C'est de l'époque romane. Première pierre a été posée au XIIe siècle. Donc je rencontre ce groupe, je leur présente l'église, et puis après, départ pour une rando d'une douzaine de kilomètres. On part dans un premier temps dans le Palu. Je présume que tout le monde ne sait peut-être pas ce qu'est le Palu. Alors ça s'écrit avec un S, Palu. Eh bien, P-A-L-U-S. En fait, c'est une zone légèrement éloignée de la rivière, d'une rivière, d'un cours d'eau, et qui est remplie d'alluvions. Donc c'est bien pour les agriculteurs. Je voulais montrer à ce groupe un certain nombre de choses autour de l'agriculture. Et donc campagne plate, rase, culture peut-être un peu intensive dans cette région-là. En fait, on a longé pendant 5 à 6 kilomètres cette zone en étant tout près de la rivière. Vous savez que vers Saint-Émilion coule la Dordogne. Et bien, donc à 200 mètres à vol d'oiseau de la Dordogne, on apercevait de temps en temps le cours d'eau, entremêlé d'arbres ou d'arbustes de toutes sortes. Et nous cheminons dans un chemin de terre, dans cette campagne plate, comme je vous disais. Et puis, de temps en temps, des petits repères, soit avec les animaux, soit avec la flore. D'ailleurs, j'ai fait découvrir à ce groupe que les vignes, avant d'être toutes grandes comme on la connaît dans la région, eh bien, évidemment, il y a besoin, pour la reproduire, de la dupliquer. Et pour la dupliquer, on en coupe un morceau de l'année. Et l'endroit que nous avons aperçu, c'était un rang de vignes, mais alors avec des pieds de haut de 30 cm. Ça s'appelle le bouturage. Et donc c'était étonnant pour eux de le voir en pleine terre, de voir ces morceaux de vigne en attente de pousser un peu, puisque ça se fait évidemment à une certaine époque, comme beaucoup d'actions dans le jardin ou dans l'agriculture. Alors, arrêt étant fait et cheminement se refaisant, nous continuons sur ce territoire avec quelques bosquets de temps en temps. Et puis, bien sûr, les questions du groupe viennent un peu sur pourquoi ci ou pourquoi ça. S'arrête pour regarder un tracteur qui travaille. Les citadins de la ville de Bordeaux sont un peu moins habitués à en voir, mais quand même. Et puis, en fait, chemin faisant, comme je vous disais, nous arrivons à Saint-Magne. Alors, qui connaît Saint-Magne ? Saint-Magne est moins connu que sa voisine Castillon-la-Bataille. Et c'est bien pour ça que nous n'avons pas voulu dépasser Saint-Magne. Bien sûr, la bataille, elle est finie depuis longtemps, mais quand même, on ne sait jamais. Surtout, c'est la jonction entre ces deux communes qui est intéressante, puisque, en fait, il y a un superbe pont métallique dans le style Eiffel, et c'est là où j'avais prévu de faire demi-tour pour cette fois-ci longer la rivière vraiment de façon plus proche et avec d'autres détails
territoriaux, géographiques, floraux ou en tout cas arbustifs à faire voir à tout ce groupe. Donc petite pause à ce moment-là au niveau du pont métallique. Il faut dire que le paysage en vaut la peine. Il y a du côté de Castillon une espèce de grande plage le long de l'eau, un paysage qu'on voit très au loin, le cours d'eau qu'on peut suivre du regard, et dans l'autre sens également, un peu plus coupé par les arbres et après je vous parlerai des îles, mais tout de même ça valait le point de vue et donc les gens ont fait une série de photos dans tous les sens. C'est le plaisir moderne de nos appareils faciles à utiliser maintenant. Alors demi-tour, et ce demi-tour à peine fait, c'est pour emprunter un chemin dit de halage, c'est le nom de ce point de départ. J'espère que halage, ça vous fait pas penser au bronzage. Aller n'est pas que bronzer. Aller, c'est avec un H, et c'est comme pour bronzer d'ailleurs, mais c'est aussi le moyen, à l'époque de la création de ces chemins, le long des cours d'eau, de tirer les bateaux. Alors maintenant, il y en a beaucoup moins de bateaux. Ils ont des moteurs, parfois. Là, les pêcheurs qui utilisent ce cours d'eau, la Dordogne, n'utilisent pas tous des moteurs. Il y en a, bien sûr. Et ce chemin, il est fait pour sortir le bateau de l'eau. Il est fait pour le tirer quand il n'y a plus beaucoup d'eau, puisque les hauteurs changent. Une autre fois, j'aurai l'occasion de vous reparler de l'effet de la marée, du mascaré sur d'autres parcours. Mais en tout cas, ça vaut la peine de s'en rendre compte que la hauteur de l'eau, quand on est riverain, on y vit au quotidien dans ce sens-là. Mais la hauteur de l'eau, elle change. Donc nous prenons le début de ce chemin avec un tout autre paysage, évidemment. À gauche, la rivière, des arbres de toutes sortes, des arbustes, pas que, puisque de temps en temps, des gens font un peu de jardin, terre d'alluvion, encore plus alluvionnaire au bord de la Dordogne. Les hauteurs de la Dordogne, c'est à cet endroit-là, c'est plusieurs mètres de changement entre les marées fortes, les moments forts à la fois de marée et puis de poussée lunaire et de tout ce qu'on veut, ou pas, parce qu'on ne maîtrise pas toujours, bien sûr, ces montées d'eau. Il y a une régulation qui se fait avec des barrages en amont, mais quand même. Et donc le paysage est vraiment beaucoup plus varié à partir de ce point de retour. Et donc du côté gauche, avec une dominante eau, aqueuse et rivière. Et puis du côté droit, on a, alors au niveau de Saint-Magne, évidemment, beaucoup de maisons. Des maisons variées, et puis plus on avance, en fait, moins il y a de maisons, elles sont plus éparses, très différenciées les unes des autres. On commence à rentrer dans la campagne en direction de Sainte-Terre. Alors, qui dit chemin de halage dit une rencontre. Je m'arrêtais un moment pour détailler mieux une fleur, je voulais savoir ce que c'était. Et puis voilà qu'un véhicule s'arrête. Sur le début de ce chemin, il faut dire qu'il est goudronné. Et donc un véhicule s'arrête, on discute. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes des randonneurs ? Nous aussi, on a un club de rando là. Enfin voilà, on fait toujours des rencontres sur ce genre de balades et randonnées, tant au niveau de sa réalisation avec le groupe que quand je le repère, je fais des découvertes, je rencontre des gens et j'adore ça en fait. Ça fait partie de la nature et de ce que j'aime dans la nature. Le contact avec les gens, leur relation avec le terrain, la façon dont ils ont vécu, on apprend énormément de choses. Et pour moi, donc, ça fait partie de la nature. Donc, après quelques instants de discussion, carte de visite échangée, nous repartons.
parce que quand même, il y a encore quelques kilomètres à faire. Le projet était de faire 12 ou 13 kilomètres, et donc il en reste encore. Alors, de chemin de halage, il le reste, mais il ne porte plus le nom, on ne sait pas, c'est la campagne. De temps en temps, des herbages, un tout petit peu de parcelles de vignes, et puis nous continuons, chemin faisant, pause pour le déjeuner. Chacun sort le pique-nique de son sac, et ouais, il faut porter à manger, il faut reprendre des forces, et donc on trouve un endroit, j'avais repéré un endroit avec un point de vue intéressant sur la rivière. On se pose un peu, on se restaure, et donc la discussion vient sur quelques questions, le nom d'un arbre, qu'est-ce que la Dordogne, d'où vient-elle, etc., etc. Mais au fait, vous savez d'où vient la Dordogne ? Eh bien, cette Dordogne, elle vient de très loin, comme toutes les rivières, pour se jeter effectivement dans l'estuaire, qui lui-même subit la descente de l'eau de la Dordogne et d'une autre rivière pour constituer l'estuaire, et ensuite subir les marées comme je vous en faisais allusion. Bien. Et donc, après mangeailles et boissons de toutes sortes, enfin non, on ne boit pas trop de vin quand on fait ces balades. Eh bien, je vous dirai ce que l'on a aperçu dans quelques instants. Radio CHU, c'est ta radio. Vous êtes sur Radio CHU, chaîne 4 de votre téléviseur, avec Pascal Leteux, et vous écoutez l'émission J'aime la nature. Superbe musique que nous venons d'écouter et qui, pour moi, me renvoie aussi à une joie que j'éprouve quand je suis dans la nature. Nous étions tout à l'heure en train de parler d'une balade entre Saint-Magne et Saint-Eustaire, ou Saint-Eustaire et Saint-Magne, ça dépend dans quel sens on l'a choisi, puisque c'était une boucle dont nous avons parcouru un aller et démarré le retour. Alors, dans ce retour, je vous disais qu'un chemin de halage nous permettait de longer par définition la rivière, la Dordogne. Et cette Dordogne qui avait parcouru, je ne sais pas combien, des centaines de kilomètres en tout cas, puisqu'elle vient du Mont d'Or, d'où son nom. Non celte à l'origine, d'or et dogne. Et donc, elle a parcouru tout ce chemin. Pourquoi ne pas en profiter, regarder ces clapotis, les entendre bien sûr, regarder les oiseaux qui s'y posent, les cygnes. Il y a une zone où on s'était arrêté pour prendre le déjeuner, où des cygnes venaient nous faire signe. Mauvais jeu de mots. Et donc, à partir du moment où on a terminé de manger, fait un petit point, échangé sur nos impressions, en plus en plein soleil, et on repart, on refait nos bagages, on reprend nos clics et nos claques, nos outils et surtout nos ustensiles de cuisine, pour prendre cette direction de retour vers Saint-Eustaire, vers le nord, grosso modo, et toujours la rivière à gauche, avec un paysage qui commence à changer un petit peu, une hauteur du chemin beaucoup plus grande par rapport au rasage que l'on effectuait à un moment donné. On traverse un esteil, un petit cheminement de cours d'eau qui se jette dans cette rivière. Et puis, cette fois-ci, on aperçoit des maisons sur la droite bien différentes, dont certains s'aménagent des coins de jardin sympathiques, avec des arbres fruitiers. On passe par un premier plaque minier. Vous voyez ce qu'est la plaque mine, c'est-à-dire cette
ce fruit orange, de la taille d'une orange, qui se mange en fin de saison, en fin d'année, juste avant, au moment des premiers gels. Ça commence par un K, ça finit par un I, c'est le kaki. Eh bien, ce kaki ou plaquemine est à profusion dans cet arbre et on demande au propriétaire, heureusement qu'il n'est pas loin et que j'avais déjà aperçu lors du repérage, si on ne peut pas en récupérer un ou deux pour y goûter. Pas tout à fait mûr, on n'est pas à la bonne saison. Les gens découvrent sur l'arbre ce que c'est que ce fruit. Et en fait, on reprend la route parce qu'il y a à terminer les kilomètres, à tenir le timing et à terminer en fin de journée, bien avant la nuit, de manière à ce que le groupe reparte ensuite sur Bordeaux. Alors, on passe ce plaqueminier, on en voit un deuxième, et puis d'autres arbres. Notamment, il y a pas mal d'érables sur ce parcours. Et ensuite, émerveillement devant deux érables en particulier. Peut-être ont-ils 200 ou 300 ans, tellement ils sont impressionnants de diamètre et de hauteur. Superbement équilibrés, avec les variantes de couleurs qu'on connaît au niveau du tronc ou des feuilles. Et en plus, ils ont une particularité, c'est que sur le bord d'une propriété, ils ont investi la barrière. En fait, la barrière de l'entrée de la propriété a été construite entre les deux arbres. Et petit à petit, le diamètre de l'arbre faisant, ils ont gagné et en quelque sorte mangé les poteaux verticaux des barrières en bois. On ne les voit plus. Et ils commencent à gagner d'ailleurs sur la partie horizontale. Donc des arbres particuliers, des situations particulières, c'est le projet de ce retour le long de cette rivière Dordogne. Et puis d'autres surprises nous attendent, puisque sur ce chemin, à un moment donné, je savais que il y avait une cascade. Alors évidemment, c'est pas les chutes du Niagara, c'est pas des dizaines de mètres de hauteur, cascade modeste de quelques mètres, mais qui était suffisamment particulière, puisque quand on marche, on peut parfois marcher silencieusement, et on l'entend du côté du cours d'eau où nous étions, la cascade, elle, se trouvant sur l'autre rive. Et en fait, au repérage, j'avais appris qu'il y avait eu à cet endroit-là un moulin à eau qui avait été utile au siècle passé. Donc, juste avant de commencer à en parler, quelqu'un s'arrête, pose son véhicule devant nous. C'est l'habitant que j'avais rencontré et qui vient devant des gens. Et les gens finissent par lui demander, lui signaler que c'est joli, le point de vue, qu'il y a une cascade en face. Et il raconte un peu sa jeunesse, comment il a connu ce moulin, la population qui venait autour. Et en fait, il finit par faire un peu sa pub, puisque c'est un pêcheur de poissons, évidemment, et pas n'importe quel poisson. Donc il nous raconte un peu la vie qu'il menait, qu'il a transmise à son fils, et effectivement, devant sa propriété, il y a un panneau qui indique qu'il est vendeur de lamproie. Le poisson en question, c'est la lamproie. Et l'intérêt de cette balade, pour moi, c'était de montrer au groupe que Saint-Émilion ou la proximité de Saint-Émilion, c'est à la fois le vin, mais aussi, sur cette partie de la Dordogne, la pêche à la lamproie. Ça a été longtemps une pêche importante. Cette lamproie est de plus en plus rare. C'est un animal, un poisson particulier, puisqu'il vit pendant 2-3 ans dans l'océan avant de revenir remonter la rivière. Ça vous fait peut-être penser au saumon. Saumon qui au Moyen-Âge a été sur ces cours d'eau très très profus. Eh bien, la lamproie, c'est pas tout à fait la même chose. Et
pas vraiment la même recette culinaire, mais en tout cas, c'est un poisson qui a son mérite d'exister et qui sert à l'écosystème du milieu, à la fois à queue et à la fois de la rivière, et à la fois sert au milieu qui interagit les bords de la rivière. Donc les pêcheurs sont maintenant un peu moins nombreux et ce personnage a pu nous en parler un peu plus. Je pense que j'ai cherché à leur donner envie à nos amis les randonneurs, à ce qu'ils reviennent voir ce parcours, à ce qu'ils reviennent voir le pêcheur ou se renseignent un peu plus sur la lamproie, puisqu'en fait quelques kilomètres plus loin, guère plus loin que notre arrêt, notre retour à l'église, eh bien il y a un musée, alors ça s'appelle pas comme ça, mais l'office de tourisme gère un lieu avec une présentation de la vie de la lamproie. Ça sera l'objet d'une autre balade dont je vous parlerai ici ou pas, mais en tout cas voilà, je vous souhaite d'avoir envie d'aller dans ces contrées pour profiter comme ces gens de ce genre de choses. Alors ça n'est pas tout. On n'est pas tout à fait rendu au point de retour. On quitte bon an mal an ce personnage, comme je disais, et puis chose que je n'avais pas vue au repérage, j'en ai fait plusieurs sur cet itinéraire. C'est une saponaire, c'est de la saponaire. Il y avait un tout petit champ de saponaire. Et là, comme on s'est arrêté, en repartant, j'observe que en fait, il y a des plantes fleuries qui, saponaire étant, je signale au groupe qu'on a utilisé cette plante à un moment donné pour se savonner les mains. De saponaire, il y a le principe actif principal de cette plante qui est la saponine et qui a donné le nom à la saponification, la fabrication du savon. Et donc, on essaye, en sortant une bouteille d'eau, de frotter les mains avec les feuilles. Et avec les feuilles, ça marche pas trop. Ce qui est normal, il y a assez peu de composants actifs. Par contre, on essaye avec les fleurs, il n'y en avait pas beaucoup, et là, ça fonctionne un peu plus. En tout cas, les gens sont surpris et entendent cette existence de plantes, comme il y en a tant d'autres sur lesquelles on s'est parfois arrêté, beaucoup plus communes. Je vous en fais grâce. Pour l'instant, on aura l'occasion d'en reparler lors d'une autre balade. Donc, on repart, on s'essuie les mains, on repart. Et puis, toujours des arbres de grosses dimensions, de grosse taille, que ce soit d'une sorte ou d'une autre, des chênes, des charmes. Enfin, les charmes, ils sont pas si gros que ça, ils ont du mal à survivre en réalité. Ça me fait penser que à l'époque, en faisant cette balade, il y a quelques semaines, je leur signalais qu'un film allait sortir sur les arbres et que ça valait la peine d'aller le voir. Il y a une profusion de films sur les arbres qui expliquent le rapport entre les animaux et les arbres, qui expliquent comment les arbres entre eux se parleraient. Alors bien sûr, pas comme nous le faisons nous, humains. Et cette curiosité-là, j'essaie aussi de la soulever, de l'impulser lors de nos balades. Alors, les gens, on en croise assez peu d'autres, à part un promeneur ou deux, pour finir de rentrer sur nos 12-13 kilomètres. Et donc, on a la chance de ne pas croiser de véhicules. On a la chance de pouvoir écouter les bruits du vent dans les feuilles et de pouvoir admirer différents types d'horizons. Alors, un peu plus loin, et presque avant l'arrivée, en fait, on s'arrête à un endroit où je leur avais dit qu'il y avait un moyen pour devenir très riche. C'était de s'acheter un château. Donc on s'arrête devant ce château qui n'est pas un château viticole, qui n'est pas un château agricole. C'est un château du 19e, tout beau, tout blanc, etc. Et je leur montre et je leur dis qu'en fait c'est une maison d'édition. Donc s'ils veulent tous en groupe monter une maison d'édition, ils auront la chance de vivre dans un château. Et puis finalement,
il leur plaît pas. Donc on repart. De toute façon, évidemment, c'était une boutade pour leur montrer ce lieu, comme il y en a eu tant d'autres. Donc voilà un peu ce qu'est une forme de nature que j'ai essayé de vous décrire, et le plaisir que j'ai toujours à partager avec les gens pour leur montrer différentes situations, différents lieux. C'est le principe de j'aime la nature, d'essayer de faire partager ce genre de choses. Donc Pascal Leteux sur Radio CHU, chaîne 4 de votre téléviseur, et je vous dis à une prochaine fois.